Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, c'est plutôt une série de vidéos que je pense que je vais faire parce que sinon c'est encore une vidéo qui va durer 1 heure. Donc je sais bien que c'est peut-être mieux un petit peu de casser tout ça puisque je reçois beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Julien, c'est la crise, c'est le pire va arriver, ça va être pire que 1929, c'est ça, 1929, ça on y a droit à chaque crise, hein, ça va toujours être pire. En tout cas là, ce qui a bien marqué les gens, on le voit bien, c'est la crise des subprimes et donc du coup tout le monde va vous expliquer que ça va être pire que la crise des subprimes. De toute façon, c'est la psychologie humaine. La psychologie humaine, c'est de toujours en fait prendre des événements du passé et qui sont assez récents hein, dans l'histoire humaine en fait et de se projeter et de dire que tout simplement le futur ne sera qu'une projection en fait de ce passé-là. C'est exactement ce qui se passe en fait quand vous avez les analystes etc. qui vont vous expliquer qu'est-ce qui va se passer cette année. Ben, en fait, il suffit de regarder ce qui s'est passé l'année d'après et vous aurez le consensus majoritaire. C'est-à-dire que si l'année d'avant vous avez eu une année boursière qui a été haussière, et ben vous aurez la majorité du consensus qui pensera que ça va continuer. Si l'année d'avant vous avez eu une année boursière qui a été très compliquée, très baissière, et ben l'année d'après, les gens, les analystes, ils vont vous expliquer que ça sera très compliqué et que ça sera aussi baissier. C'est exactement, je veux dire, vous avez juste à regarder un petit peu ces dernières années, c'est exactement ce qui s'est passé, et puis c'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc c'est toujours pareil, et je serais tenté de dire donc, je vais un petit peu remettre l'église au centre du village à chaque fois dans ces vidéos. Je ne prétends pas connaître la vérité, je pense que personne ne la connaît, mais vis-à-vis des questions qu'on me pose, vis-à-vis des emails que vous m'envoyez également en me disant « Regarde, il y a tel qui dit ça, il y a un autre tel qui dit ça », voilà, moi je fais toujours, je pense que c'est important de faire la part des choses et de toujours se rappeler que personne ne connaît le futur. Hein, et que donc ce qu'il faut en fait, c'est tout simplement mettre en place une stratégie pour être prêt à tous les scénarios et donc être le plus objectif du monde. Il ne choisit pas, en fait, il ne faut pas être optimiste, il ne faut pas être négatif, pessimiste. En fait, il faut être opportuniste dans le sens où il faut connaître les arguments, les catalyseurs optimistes éventuels et connaître les arguments éventuels pessimistes. Donc l'idée, voilà, ça va être un petit peu de casser tout ça, parce qu'on m'a posé des questions sur l'immobilier, on m'a posé des questions sur la bourse, sur l'économie, etc. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions. Discuter un petit peu de l'inflation, discuter de la Fed, de tout l'argent qui est injecté. Donc premier mythe pour moi, tout l'argent qui est injecté actuellement par la Fed, donc c'est du quantitative easing. Et tout le monde, alors c'est très intéressant parce que tous les gourous se sont battus en disant voilà, la Fed ne l'appelle plus quantitative easing mais c'est du quantitative easing, donc on va vers l'hyperinflation. Oui, ok, très bien. Donc si c'est du quantitative easing, donc il faut être cohérent un petit peu. Donc si c'est du quantitative easing, et donc que l'argent il va où? Il va pas dans l'économie réelle. À moins, on commence à faire des hélicoptères money, mais c'est pas non plus énorme. Donc il va pas dans l'économie réelle, donc il va où? Il va sur les marchés. Donc il crée une bulle où? Sur les marchés d'actifs immobiliers et actions. Mais ça revient pas dans l'économie réelle. Et de toute façon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011, depuis que les quantitative easing ont commencé? Le bilan de la Fed n'a cessé d'exploser et pour autant n'a pas créé d'inflation. Donc c'est ça aussi, c'est un petit peu à chaque fois, on va réutiliser les arguments, et attention, hein, c'est des arguments où on va dire c'est logique, etc. C'est parce que c'est basique, c'est du bon sens quelque part, et donc tout le monde va vous mettre ça et vous dire, bah oui, bien entendu, c'est du bon sens, c'est normal, et on injecte tant de milliards, forcément, à un moment donné, ça va créer de l'inflation, on dévalue les monnaies, ça va créer de l'inflation. La réalité, on peut le penser bien entendu, la réalité, et on le voit ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas vraiment ça. On n'a pas eu d'hyperinflation ces dernières années puisque l'argent est resté sur les marchés. Donc la question, et de toute façon, pour moi, tant que les matières premières sont complètement défoncées, il n'y a pas de question et de raison de discuter d'une reprise de l'inflation. Deuxième grand mythe, c'est les États-Unis vont faire faillite. Pour que les États-Unis fassent faillite, il faudrait quelque part qu'on prenne l'exemple argentin ou l'exemple du Venezuela, etc. Donc prendre des pays qui importent énormément de produits, qui ne produisent pas grand-chose chez eux, et puis ce qu'ils produisent, à un moment donné, ils perdent la puissance de pouvoir l'exporter. Et puis surtout, la dette qu'ils prennent, elle n'est pas dans leur monnaie locale, elle est en dollars. Et donc quelque part, quand vous avez une dette
qui n'est pas tributaire de votre monnaie propre, eh ben, c'est là où vous pouvez faire plus facilement faillite, puisque ce n'est pas vous qui détenez la dette. Quand on regarde en Europe, en Italie, en France, et on regarde aux US, alors c'est un petit peu différent. En Europe, en fait, de par les assurances vie, et c'est le cas au Japon aussi, la population, finalement, c'est elle qui détient la dette. Donc aujourd'hui, vous avez une dette qui est essentiellement en euros, vous avez une banque centrale qui est capable d'imprimer des euros, et vous avez cette dette qui est essentiellement aux mains non pas de l'extérieur, mais de la population elle-même. Donc je veux dire, pour faire pression sur la dette comme ça et pour attaquer la dette, c'est la question qu'on peut se poser à chaque fois. Les dettes ne sont pas réellement attaquées. Elles sont attaquées, mais pas non plus énormément, parce qu'il y a quand même ça qui sert quand même de protection. Et aux US, c'est la même chose. À chaque fois, on va remettre sur la table, les US font faillite. Bon, ben, leur dette, elle est en dollars, et ils impriment des dollars à la toque comme ils veulent. Donc à partir de ce moment-là, le dollar est une monnaie de réserve. Alors on peut toujours dire, oui, mais avec ce qui se passe éventuellement, le dollar ne sera plus une monnaie de réserve. Oui, mais toutes les banques centrales sont en train d'injecter massivement. Donc toutes les monnaies sont en train d'être dévaluées. Donc le dollar reste et restera pour le moment une monnaie de réserve. Donc tant que c'est le cas, il n'y a aucune pression aujourd'hui pour que justement le dollar perde de sa puissance et que donc du coup la dette des US commence à devenir problématique. Aujourd'hui, je veux dire, pour moi, c'est un non-problème. Derrière, l'autre question, c'est de dire, avec la crise qui arrive, on va vers quelque chose de pire que la Grande Dépression. Parce que subprime, en règle générale, c'est toujours pareil, les gourous, il faut faire de l'audimat, donc il faut faire un petit peu des titres coups de poing. Donc c'est-à-dire que actuellement, c'est trop fait, tout le monde le fait, de dire ça va être pire que les subprimes. Donc si vous voulez sortir un petit peu du lot, il faut repartir un petit peu plus loin, et donc il faut dire ça va être pire que la Grande Dépression, donc post-1929. Parce que ça, voilà, ça marque les esprits. Et donc du coup, se dire que ça va être pire que la Grande Dépression, c'est comparer là aussi des patates avec des pommes, parce que aujourd'hui, il faut bien se dire que la crise n'est pas financière, économique, elle est avant tout une crise sanitaire, qui derrière impacte l'économie et donc la finance. À la Grande Dépression, c'était avant tout une crise de surchauffe, hein, surchauffe de la productivité, surchauffe justement de l'industrie, et donc derrière, c'était aussi une surchauffe de l'inflation à l'époque. Donc il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Aussi, les mondes d'aujourd'hui ne sont pas comparables. C'est-à-dire que en 1929, et donc derrière, lors de toute la Grande Dépression, vous aviez encore le lien qui était fait avec l'or, et d'ailleurs on va y revenir à ce lien qui est fait avec l'or, parce que tout le monde qui vous explique maintenant qu'il faut acheter de l'or, et surtout de l'or physique, hein, parce que évidemment ils sont affiliés, et donc c'est mieux pour eux que vous achetez surtout de l'or physique, parce que leur papier c'est pourri, et les émetteurs vont faire faillite, mais bon, en attendant, leur papier, éventuellement, ça ne se fait pas confisquer. Donc l'idée, et ça aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on écoute tous les gourous parler, ils vous expliquent beaucoup de choses qui sont passées dans l'histoire, mais quand ça les arrange, évidemment, dans leur argumentaire, ils ne vous expliquent pas d'autres choses qui sont passées dans l'histoire et qui pourraient un petit peu couper leur argumentaire. Donc c'est ça toujours qui est reprochable, c'est pas finalement de dire qui a raison, qui a tort, on s'en fout. Tout le monde, à un moment donné, de toute façon, ou à un autre, aura raison et tort. C'est-à-dire, si je dis que l'inflation remontera, eh ben, je vais avoir tort potentiellement pendant 1 an, 2 ans, et puis en 3 ans, je reviendrai en disant « Ah, vous voyez, je vous l'avais dit ». Ça, c'est toujours pareil. Ce qui est important, vraiment, pour que ça fasse une différence, c'est d'avoir le timing, hein. Donc sinon, ça ne sert à rien. Donc là, l'idée, voilà, c'est de se dire, la Grande Dépression, on était quand même dans un monde où vous aviez la moitié du PIB. À l'époque, dans les années 30, c'était quoi? C'était l'agriculture et de l'industrie. Aujourd'hui, si vous regardez qu'est-ce qui forme un PIB d'un pays comme la France ou comme les US, il n'y a pas un seul secteur qui fait plus de 10%. L'agriculture, c'est moins de 10%, et l'industrie, c'est moins de 10%. Après, vous avez le transport, etc. Bref, vous avez tout un tas de secteurs d'activité, mais aujourd'hui, il n'y en a pas un qui a un poids démesuré. Donc là aussi, il faut bien se dire que c'était une crise économique pendant la Grande Dépression, qui derrière s'est transformée en une crise financière, mais parce qu'il y avait d'abord une surchauffe. Aujourd'hui, on n'a pas eu de surchauffe de l'activité, on n'a pas arrêté de parler de croissance molle, donc il faudrait savoir ce que l'on veut quand même. Donc là aussi, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc ça, voilà, c'est vraiment un premier élément. Le seul élément pour moi où on peut éventuellement comparer,
c'est la psychologie humaine. Parce qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est la psychologie humaine. Et donc c'est la peur de l'humain et sa capacité à liquider des positions comme ça, à un moment donné, sans avoir aucune rationalité, plus aucune rationalité, juste dans le besoin de reprendre du cash et de récupérer un petit peu pour éviter de perdre. Et d'ailleurs, ce manque de rationalité, c'est ce qui a amené également la loi Sapin 2. Il y a beaucoup de personnes qui prennent cette loi comme le fait que, voilà, c'est ce que j'entends, est-ce qu'on va nous pomper notre argent, etc. Potentiellement oui, j'en sais rien, mais ça serait quand même sacrément une grosse bêtise de le faire. Le système entier ne repose que sur une seule chose, la confiance. La confiance que vous avez, que les zéros qui sont sur vos comptes en banque, qui sont digitaux, ont réellement quelque chose de physique derrière. Ce qui n'est pas vrai, bien entendu, mais c'est la confiance que ça a une valeur. Si demain un gouvernement décide pour X raison de commencer à vous prendre 5-10% comme il s'est passé à Chypre, alors c'est toujours pareil, ça s'est passé à Chypre donc ça se passera là. Il faut comparer ce qui est comparable également. Donc Chypre n'avait pas d'autre moyen. C'est pas cohérent pour dire il faut qu'on relance l'économie. Donc pour relancer l'économie, il faut que les gens aient de l'argent. Si je vous pompe votre épargne, vous n'allez pas le dépenser dans l'économie et donc ça va être contre-productif pour relancer cette économie. Donc je ne vais pas vous pomper votre argent. Si je vous pompe votre argent, c'est clair et net que la prochaine fois, vous ne votez pas pour moi. Et qu'en plus, les populistes que je déteste, eh ben, c'est clair et net que je leur ouvre la voie en grand pour les prochaines élections. Donc je ne vais pas faire ça. Si je vous pompe votre argent sur votre assurance vie ou sur vos comptes, etc., qu'est-ce qui se passe? Je perds votre confiance. C'est-à-dire que le prochain argent que vous allez avoir, d'une part, vous allez commencer à acheter de l'or, selon quoi je peux passer des lois derrière pour m'arranger, pour vous le confisquer, hein, historiquement ça s'est déjà passé, ou pour augmenter l'imposition, ou pour vous obliger à le stocker, et ne pas le garder dans le jardin, le stocker. Et je vous rappelle quand même, hein, ne croyez pas le stocker votre or et que personne ni vu ni connu le saura, dès que vous achetez de l'or physique en France, vous n'êtes plus anonyme, hein, vous êtes répertorié. Donc si un jour le gouvernement a envie de vous réquisitionner votre or, a envie de vous dire votre or, vous le ramenez à la Banque de France et nous allons l'entreposer, parce que voilà, on revient éventuellement à un étalon or. Ça c'est la grande mode de dire on revient à un étalon or, à un moment donné ou à un autre, oui d'accord, mais c'est pas parce que vous avez de l'or que vous allez en tirer mieux que les autres, hein. L'histoire l'a prouvé, l'or ça se confisque. Donc ça aussi, c'est de la diversification, mais ce n'est absolument pas une protection en soi à 100%. Hein, on en a déjà parlé, si on veut se protéger, avoir de l'or, avoir de l'immobilier, sa résidence principale. J'avais fait une vidéo il y a 1 an également, avoir éventuellement une forêt, des terres agricoles, des terrains, voilà, des choses qui sont faciles à maintenir, qui ne vous coûtent pas beaucoup d'argent à maintenir ou en charge, et derrière qui vont conserver une valeur, qu'il y ait des nouveaux euros, qu'il y ait une autre monnaie qui sorte, etc. Peu importe, on s'en fout. Le but, c'est tout simplement que vous ayez quelque chose qui vale quelque chose, des actifs tangibles. Et c'est pour ça aussi que, pour moi, des actions d'entreprises qui ont des actifs tangibles, c'est toujours quelque chose d'intéressant, même si le monde, là, on est en déflation, et même si le monde, derrière, retrouve de l'inflation future, on est toujours sur de l'actif tangible, c'est ça qu'il faut aller chercher. Des sociétés qui sont capables également, s'il y a une reprise des matières premières, attention, hein, je vous l'ai dit, pour moi il faudra une reprise de la hausse des matières premières sensible, hein, pour qu'en effet on commence à parler un petit peu du scénario inflationniste, hein, c'est pas pour demain la veille. Et l'idée, c'est que là, à ce moment-là, on ira chercher des entreprises qui sont capables de répercuter dans leur prix de vente la hausse des prix des matières premières, hein, donc avec finalement une puissance qui fait qu'ils seront capables de vendre et qu'ils sont sur des produits utiles, et que donc à partir de ce moment-là, même si leur prix remonte, la population, hein, les clients continuent d'acheter chez eux parce qu'ils ont un avantage compétitif. Donc c'est ça vraiment qu'on va aller chercher. Donc voilà un petit peu, ça c'est pour les différents éléments, et puis derrière évidemment acheter des matières premières, etc. Ça deviendra vraiment intéressant pour, je pense, le cycle d'après, mais nous n'y sommes pas encore. Donc voilà un petit peu pour revenir à ces points sensibles, à ces points qui sont pour moi très importants, où il y a beaucoup de mythes, il faut un petit peu casser toutes ces idées reçues, etc. Voilà, et se concentrer sur l'essentiel, c'est qu'est-ce que fait le marché maintenant? On n'en sait rien, le marché est peut-être entré dans un marché baissier et on va continuer à baisser, oui, très bien.
Et ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde pour autant. Ça ne veut pas dire que ça sera pire que les subprimes pour autant. Ça ne veut pas dire que ça sera pire que la Grande Dépression pour autant, parce qu'on est en train de comparer, encore une fois, des choses qui ne sont pas comparables. Autre chose qu'on est en train de comparer, les gouvernements, les banques centrales, même si en effet on a pu un petit peu pas manquer de coordination, etc., c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'elles réagissent aussi vite et aussi fortement. Donc c'est-à-dire que là aussi on a un autre élément où en fait la suite, on ne sait pas. On n'a pas de comparaison possible parce que les subprimes, on a quand même laissé une banque faire faillite. Aujourd'hui, on ne laissera aucune banque avec un poids systémique faire faillite. Elles seront toutes nationalisées ou elles seront fusionnées avec d'autres banques, etc. Donc pour moi, je n'ai même pas la crainte qu'une banque fasse faillite. Pourquoi? Parce qu'on en revient également à pourquoi on viendrait vous prendre, vous pomper de l'épargne. Ça n'a absolument aucune cohérence parce que si notre but, c'est la stabilité du système, c'est que le système se poursuive, eh ben, on va éviter de casser la confiance. Or, une banque qui fait faillite, on casse la confiance. C'est pour ça qu'on a mis la loi Sapin 2 également. C'est parce qu'on veut éviter que les gens paniquent et aillent chercher leur argent à la banque, aillent chercher et vider leur assurance vie, et en ce faisant, créer eux-mêmes en fait une prophétie autoréalisatrice et fassent eux-mêmes s'effondrer le système. Donc c'est ça que l'on veut éviter. Et c'est là où ce n'est plus comparable derrière à ce qu'on avait en 1929, c'est que là, les autorités avaient mis beaucoup de temps à réagir, les gens avaient eu le temps du coup de retirer leur argent des banques, etc. Donc il y avait eu une vraie panique. Et qu'est-ce qui se passe? La même panique que pour les masques. Quand on vous dit que voilà, il y a la crise sanitaire, etc., et que tout le monde, il faut un masque et que donc vous n'avez pas de masque, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous paniquez, vous allez faire les magasins, vous allez faire la queue, ou alors on vous explique que demain il y a confinement, et que donc du coup, ben, vous commencez à avoir de plus en plus de monde dans le magasin. Quand vous voyez les gens dans le magasin, vous vous dites, mais regarde-moi ces couillons, ils sont en train, je veux dire, il n'y a pas de pénurie de denrées, on est en confinement, on va être en confinement, mais les transports de marchandises alimentaires, etc. vont continuer. Donc il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Mais pour autant, jour après jour, vous voyez des gens qui vont de plus en plus dans les courses et vous voyez de plus en plus de gens faire leurs courses. Et à un moment donné, c'est plus fort que vous. Vous avez beau avoir une rationalité, vous vous dites, attention, je vais me retrouver sans rien à bouffer. Si je continue, ils vont complètement vider tous les étals, donc j'y vais aussi. Et en fait, vous faites partie de la foule, vous faites partie de l'effet foule. Et comme je vous l'ai dit, la seule chose qui est comparable entre toutes les crises, c'est l'effet foule. Et l'effet foule, c'est quelque part en fait ce qui crée la panique et c'est ce qui crée l'effet boule de neige. Et donc, il y a tout un certain nombre de lois qui ne sont pas là pour vous priver de vos libertés, etc., mais qui sont là pour protéger le système contre l'effet de foule. Donc, il faut pas mal les comprendre. Ce ne sont pas des lois qui sont là pour vous ponctionner l'argent. J'en ai aucune certitude, mais pour moi, ça serait quand même complètement débile de faire ça. Ce sont des lois qui sont là pour éviter que l'effet de foule crée la prophétie autoréalisatrice de l'auto-effondrement, finalement. Donc là aussi, il faut comprendre pourquoi on a mis un certain nombre de lois en place. Donc ça, voilà, je pense que c'est important de le comprendre également. Donc 1929, même les subprimes, on avait mis beaucoup de temps à réagir, on avait laissé un petit peu, alors pas en 2008, mais en 1929, à la mode autrichienne, un petit peu, à laisser faire le marché, ce qui fonctionne bien entendu, mais en fait, ça fonctionne dans le sens où le marché va se réguler beaucoup plus rapidement derrière, mais vous souffrez fort pendant très peu de temps, mais vous souffrez fort. Et donc c'est ce qui avait permis également à l'époque, je ne sais plus, c'est les années 30, à partir du moment où il y a eu Roosevelt, etc., c'est là où vous avez l'or qui a été, vous devez le rapatrier à la banque centrale, et limite, de toute façon, on répertorie tous les noms, etc., et sinon on vous le confisque. Donc là aussi, faites attention, l'or, très bien, on peut croire que ça va continuer de monter, etc., mais pour moi, ça reste une stratégie de diversification et ça ne reste pas justement la carte toute protection, tout confondu. Moi, je pars du principe que voilà, même si aujourd'hui vous achetez de l'or, vous achetez de l'or papier, alors moi j'achète plutôt des minières, je préfère acheter des minières parce que bon voilà, j'ai des actifs et donc j'ai une espèce d'effet de levier également avec éventuellement la montée de l'or, la montée de l'argent, du platinium, etc. Je regarde le cuivre aussi, voilà, vous avez tout un tas de matières premières qui vont être de sacrés enjeux
Alors peut-être pas à court terme, puisque évidemment on se focalise sur la demande qui chute, donc c'est plutôt de la déflation actuellement, mais peut-être qu'on aura une reflation plus tard, on le verra, c'est le marché qui doit le décider. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est essayer d'avoir des hypothèses, et derrière, au fur et à mesure où on avance, on commence à avoir des indications qui vont favoriser une hypothèse plus qu'une autre, et donc on commence à surpondérer les portefeuilles sur cette hypothèse-là. Clairement, le dernier sujet, c'est de se dire qu'on est toujours dans l'inconnu, on ne sait jamais comment une crise va se développer, et surtout là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas comparable. C'est une crise sanitaire qui, derrière, vient impacter l'économie. Et surtout, on impacte nous-mêmes l'économie avec le confinement, c'est-à-dire c'est quand même un choix. Donc c'est là aussi où on n'est pas dans un retournement global impacté par une surchauffe, impacté par un certain nombre d'excès liés fondamentaux. Alors bien sûr, il y avait des excès, etc. hein, je ne le remets pas en cause, mais c'est vraiment l'idée de se dire, voilà un petit peu, on a vraiment une crise sanitaire qui d'abord nous impacte. Donc c'est pas comme les autres crises où c'était d'abord un excès économique qui derrière se transforme en excès financier, en crise financière, crise systémique, potentiellement crise sociale derrière. Donc voilà, là aussi un petit peu, c'est histoire de remettre l'église au centre du village, de se poser les bonnes questions, de ne pas se faire peur pour rien également. C'est important d'avoir une stratégie diversifiée et d'être préparé à l'inattendu. Bon, pour moi, c'est vraiment ça le maître mot. Mais après, voilà, si on commence, la problématique, c'est le biais de confirmation, c'est à force d'avoir peur et de regarder des vidéos ou de lire des articles qui vous font peur, forcément, vous n'avez plus qu'une seule fixette, vous n'avez plus qu'une seule idée en tête et vous vous rendez même plus compte que vous n'êtes plus du tout objectif. Et donc, tout ce que vous allez lire, en fait, tout ce qui peut être optimiste, etc., vous allez le balayer d'un revers de la main et vous allez seulement vous fixer sur une seule chose. Donc voilà, et là, même aussi, quand on est pessimiste et que donc on vous propose des solutions, c'est important voilà, de savoir un petit peu et d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on vous dit. Parce que les solutions qui sont proposées ne sont pas forcément les bonnes solutions pour l'instant T. Et surtout, clairement pas pour être à 100% de son patrimoine là-dessus. Hein. Je vous l'ai expliqué, il faut vraiment diversifier. Et je vous ai expliqué, il y a un certain nombre d'éléments également qui font qu'il y a un risque partout. C'est ça qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est qu'il y a un risque partout. Et il faut intégrer qu'il y a un risque partout et qu'il n'y a pas forcément une solution miracle qui va vous protéger de tout ce qui peut arriver dans le futur. Donc l'important, voilà, c'est de rester objectif, d'avoir ces scénarios, d'avoir ces hypothèses, de travailler un petit peu sur le timing et d'attendre. Personne ne sait ce qui va se passer et on patiente et on a à chaque fois les petites pièces du puzzle, une à une, qui nous permettent au fur et à mesure de deviner le tableau. Et là, clairement, il est trop tôt pour deviner le tableau, donc c'est pour ça qu'on travaille les hypothèses. Et mon but dans cette vidéo, c'est pas de remettre en cause certains argumentaires pessimistes, hein, je veux dire, il n'y a pas de quoi non plus sauter de joie actuellement, mais c'est surtout sur un certain nombre d'éléments, les remettre un petit peu au centre du village pour également voir d'une manière objective tous ces éléments-là, les uns à côté des autres, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits, et il y a surtout beaucoup d'argumentaires qui sont simples à comprendre, qui sont du bon sens, et qui donc en fait sont faciles à véhiculer, et qui sont complètement faux, et qui vous induisent complètement en erreur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider, j'essaierai éventuellement d'en faire d'autres, pour appuyer sur un certain nombre de points, peut-être une également pour vous dire ce que je pense de l'immobilier, là ça ferait peut-être un petit peu trop long. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien. Et dans les commentaires, évidemment, n'hésitez pas, hein, ce n'est pas une pensée unique, hein, c'est là pour partager, pour être le plus objectif du monde. Donc dans les commentaires, vous partagez ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez également à titre personnel, quelles sont vos convictions propres et on partage. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!